Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après une semaine sans vidéo. Je suis parti en vacances dans la ville de Jacques Médecin, pour ceux que ça intéresse, et pour citer un certain Christophe G. Et on se retrouve aujourd'hui pour le retour évidemment des vidéos. En attendant celui du PSG de Luis Enrique, on va essayer de s'occuper pendant la trêve internationale et revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vécu cet été avec comme premier thème la meilleure recrue de cette fenêtre estivale. Installez-vous, c'est parti, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, la meilleure recrue de l'été pour moi au PSG n'est pas un joueur, c'est quelqu'un qui s'est engagé à plus court terme, pas de contrat de 5 ans pour lui. Je parle évidemment de Luis Enrique, notre nouvel entraîneur, et on va développer toutes les raisons de ce choix dans cette vidéo, à commencer par le fait qu'on passe de Christophe Galtier à Luis Enrique, et la Ligue des Champions qu'il remporte en 2015, sa connaissance des environnements un petit peu dingues comme celui du PSG, ses principes tactiques, sa valeur travail acharné, lui et son staff, et j'ajouterais même sa gestion humaine qui est, selon moi, ce qui ressort le plus sur ce début de saison, à savoir sa gestion du groupe au quotidien, les consignes qu'il donne à ses joueurs pour qu'ils se sentent bien sur le terrain et que la mayonnaise prenne. Et quand je dis gestion humaine, je parle aussi de trancher dans le vif, comme il l'a fait avec un nombre incroyable de départs, des départs significatifs aussi sur des joueurs qui n'étaient clairement pas dans ses plans. Voilà, on peut penser à Neymar, à Marco Verratti. Pas de sous-entendu, hein, même si sa communication, si on la suit de loin, laisse penser qu'il a un grand respect pour ses joueurs et que Verratti voilà, est un super joueur si on l'entend. Hein. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas dans ses plans. Donc voilà, bien sûr, on change de stature par rapport aux deux derniers entraîneurs qu'on a eus. Je citais Christophe Galtier. Bon là, je n'ai même pas besoin de détailler, quoi. Regardez le match aller contre le Bayern de Munich la saison dernière pour se rappeler à quel point l'avoir nommé est une des pires erreurs, un des pires mouvements de l'ère QSI, voilà, et il est quasiment à 100% pour Luis Campos, celui-là. Hein. On peut me parler du début de saison de Christophe Galtier. Là, Luis Enrique, on va attendre de voir la Ligue des Champions, bien sûr, avec ce groupe très homogène, très difficile. Mais enfin, l'année dernière, avec Galtier, on finit deuxième de notre groupe derrière le Benfica. Et dès le 4 septembre, le PSG se faisait malaxer en seconde mi-temps par la Juve de Massimiliano Allegri, qui par ailleurs montrait ce que c'était le pragmatisme au plus haut niveau européen à son homologue Christophe Galtier. Même si bien sûr il y avait un début de saison plutôt réussi pour nous. Bon bref, dans tous les cas, incomparable. Pochettino pareil, bien sûr, hein, on parle quand même de quelqu'un qui voulait se barrer 6 mois après son arrivée en 2021, repartir à Tottenham. En novembre, pareil, 2021, rappelez-vous, juste avant le match contre Manchester City, match coup près de notre saison, les rumeurs Manchester United qui vient de virer Ole Gunnar Solskjaer et lui qui noie un petit peu le poisson. On a très très vite senti que voilà, Pochettino n'avait absolument pas les épaules, pas la stature. Là, avec Luis Enrique, que ce soit dans la com, le langage corporel sur le bord du terrain, et puis bien sûr le plus éloquent en fait, la structure de son équipe, défensivement, comment ça travaille, voilà, le peu de buts qu'on a encaissé. Alors ce but bête contre Lens en toute fin de match, et puis ce but sur penalty contre Lyon, qui est mérité au vu de la seconde mi-temps, même si en première, tu défends pas trop mal parce qu'il tire de loin. Il ne rentre pas dans ta surface. Bon bref, et pourtant, si je suis si élogieux si tôt dans la saison, parce que je préfère prévenir un discours bateau, bien sûr le plus dur reste à venir. Pour l'instant, à part Lens, on n'a pas eu grande adversité. On va avoir un classico fin septembre. La Ligue des Champions qui va être un sacré baromètre. Je pense que là, à la mi-décembre,
plus que sur aucune autre saison sous QSI, on saura à quoi s'en tenir, au vu de la difficulté du groupe, qui se tape évidemment avec celui de Naples, Liverpool, Belgrade de 2018, pour le plus difficile de l'ère QSI. Bref, dans tous les cas, si je suis si élogieux, c'est parce que Luis Enrique, n'oublions pas, remettons dans le contexte, il arrive tard, il arrive début juillet. Christophe Galtier, surtout, est gardé tout le mois de juin, alors qu'on sait au 8 mars, si ce n'est à la mi-février, qu'il ne sera pas là en fin de saison. Et le pire, c'est que, alors ça c'est exceptionnel, on parle quand même d'un coach, alors qui est accusé, attention, on ne parle pas de quelqu'un qui est condamné pour l'instant, je dis pas, mais on sait très bien, les Qataris sont à cheval sur leur religion et tout ça, et là on parle d'un coach qui a été en garde à vue d'ailleurs au mois de juin, qui va avoir un procès pour justement discrimination envers leur religion. Et il s'intéresse, il y a un club au Qatar qui s'intéresse à lui. Ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est comme quand l'Arabie Saoudite s'intéressait à lui à la mi-juin. Bon, bref, ce serait insane que le Qatar aille le refourguer chez eux. Bon, bref. Donc, dans tous les cas, Luis Enrique arrive début juillet. Pour illustrer ça, j'ai un exemple très concret. Le dossier Colomani. Alors, à quelques heures près, il se fait pas. Voilà. Au final, l'issue est heureuse. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour le club et Luis Enrique qui le voulait, qui va avoir des matériaux exceptionnels pour composer son attaque et son coaching en cours de match accessoirement. Mais si ça ne se fait pas, imaginons que le dossier Randal Colomani ne se fasse pas. Si on rembobine, Colomani le 5 juin te dit « Ouais, quand tu es originaire d'Île-de-France, pas obligatoire de signer au PSG, c'est pas une finalité. » Qui ne rêve pas plutôt de la Première Ligue? C'est ce qu'il dit de ses propres mots. Ok, juste derrière, bon... Le PSG reste intéressé à lui, boucle le dossier que 1 mois et demi après. Hein, c'est qu'à la mi-juillet qu'on a les infos comme quoi Campos a fermé. Au 5 juin, Galtier était toujours en poste. Luis Enrique arrive évidemment trop tard, début juillet. Et au final, si Colomani, ça ne s'était pas fait, le discours que j'aurais tenu, c'est, regardez, le PSG paye le fait d'avoir remplacé son entraîneur bien trop tard, puisque Colomani, le 5 juin, te fait cette déclat. Évidemment qu'il attendait des garanties sur le projet du PSG, qu'il a eu à la mi-août, bien évidemment, en discutant avec Luis Enrique, qui, bon, bref, on va en faire toute son éloge plus tard dans la vidéo. Donc voilà, tout ça pour illustrer le fait que notre entraîneur est encore une fois arrivé un peu tard et ça renforce un petit peu en fait cette idée d'empreinte qu'il a tout de suite sur son équipe, de cette préparation en plus qui a été effrénée. Vraiment, il a eu quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Il arrive tard, ok. Sa préparation, Japon, le match au Corée qui se greffe juste parce que tu recrutes Lee Kang-in pour aller faire du business, alors que quand il arrive au Barça en 2014, il leur dit les gars, non, pas de tournée internationale, je veux bien qu'on aille se préparer en Europe, dans une destination en Europe, mais pas à l'international. Bah là, ça a dû lui faire drôle d'aller au Japon, en plus c'est pas du tout la période pour y aller, taux d'humidité, chaleur et tout ça. Sans Mbappé qui au final fait que tes 2 premiers matchs sont un petit peu ennuyants. Derrière, tu dois le réintégrer. Tu as des questions physiques avec lui, bien sûr, sur son entrée contre Toulouse. La question de son intégration, du contrôle et tout ça. Bon bref, il a vraiment pas été aidé. Même si quelque chose qu'il a eu pour lui. Alors à part... les 4 recrues en attaque que tu fais assez tard dans le mercato, quand il arrive, on a quand même bon nombre de joueurs qui sont déjà signés. Hein. Lee Kang-in, Lucas Hernandez, Ugarte, Marco Asensio, et je dois en oublier un, Skriniar, bien évidemment, sont là, font toute la préparation avec le club, ce qui n'était quasiment pas le cas l'année dernière. De souvenir, l'année dernière, qui s'envole au Japon? Vitinha. Renato, je crois pas qu'il s'envole, je suis pas certain. Et Kitike, ce qui est sûr, c'est qu'il loupe, il signe trop tard pour avoir les papiers, les visas, les machins chouettes. Et derrière, Fabian Ruiz, Carlos Soler, tu les signes plus tard dans le mercato. Donc voilà, c'est un petit peu le seul point qui a été un petit peu de son côté. Bon bref, au final, aujourd'hui, le PSG, parmi les équipes des 5 grands championnats,
et celle avec le plus de possession, 72%, et le taux de passe réussi le plus élevé, 92%. C'est assez exceptionnel, bien évidemment. Voilà. Donc avec ballon, tu as l'empreinte de Luis Enrique. On va pas, je le dis dans mes débriefs, hein, mais voilà, un entraîneur axé sur la possession qui peut être stérile par moment, mais quand tu vois le match contre Lyon, les buts qu'on met en contre, tu sens qu'en fait, c'est un entraîneur qui, oui, veut du contrôle, mais ne pas entendre contrôle au sens se refuser des attaques rapides, tout simplement. Voilà. Je pense qu'avec Dembélé, Mbappé, Colomani et tout ça, tu ne peux tout simplement pas. C'est quelque chose qui se fait même naturellement, qui dépasse probablement l'entraîneur et qui l'accepte, bien sûr, parce que c'est une arme fatale. Donc voilà. Une circulation de balles très très bien rodée, les relances, alors les axes d'amélioration, comme je l'ai dit, faire un petit peu plus d'appel vers l'intérieur, ne pas chercher trop les ailes parce que par définition le but il est dans l'axe, hein. Donc si tu vas sur les ailes tu t'en écartes et au final ça donne des matchs où tu te crées peu d'occasions nettes comme contre Toulouse et Lorient où tu fais des centres, voilà, mais c'est globalement le seul truc que tu réussis à faire. Et à la relance, travailler un petit peu plus au milieu de terrain, les mouvements, la présence, notamment des relayeurs, parce que oui, faire descendre ses latéraux pour attirer l'adversaire et lui casser les lignes et tout ça, c'est bien, mais il faut aussi des relais intérieurs un petit peu, hein, parce que des fois ça fait un petit peu stéréotypé, mais bien sûr tout ça sont des axes de progression. Et ce qui me plaît le plus en fait, c'est la structure défensive. Ça défend vraiment bien. Alors, ça dépasse aussi Luis Enrique. C'est-à-dire que là, tu as recruté quand même de très bons défenseurs. Skriniar, même si je pense que parfois il va prendre le bouillon face à des attaquants très rapides, hein, comme Nuama la semaine dernière, je pense que c'est un très bon défenseur. Marquinhos risque un petit peu de renaître de ses cendres. D'ailleurs, il fait un très bon match contre Lyon. J'ai re-regardé le match, tiens. J'ai re-regardé le match et vraiment, j'aime bien Marquinhos. Lucas Hernandez, bon, c'est l'exemple le plus typique, quoi, parce que le mec, c'est un défenseur de métier qui a évidemment été formé sous le cholismo qui n'est pas mort. Donc, bien sûr, c'est absolument un gap, en fait, qui est absolument incroyable de passer cet été. Voilà. Et au-delà de ça, l'animation est plutôt bonne, voilà, l'occupation de notre zone de vérité, voilà, la manière de défendre notre surface, je la trouve très très bonne dans l'alignement et tout ça, donc c'est vraiment ce qui me plaît le plus en matière de structure dans cette équipe, voilà. Et maintenant, pour ce qui dépasse un petit peu le terrain, les conceptions tactiques, d'abord, là où je suis complètement sous le charme, et je prendrai cette déclaration en exemple, avant le match contre Lens, il se présente en conférence de presse, il te dit, ce match, pour moi, c'est comme un match de Ligue des Champions. Je le prépare comme tel. Et le lendemain, tu gagnes 3-1, tu fais un très bon match, et tu sens que ça a travaillé. Tu sens qu'on a préparé, tu sens que le mec connaît ses adversaires, les travaille, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a manqué aux entraîneurs ces dernières années, mais vraiment, mais c'est quelque chose qui est pas valable que pour le PSG, c'est pour la Ligue 1. Les entraîneurs qui arrivent et qui disent « Ouais, bon alors, vous êtes la Farmer League à l'échelle internationale, tout le monde vous voit comme tel. Alors moi, je vais arriver, je vais faire mon équipe, la tactique, la possession, machin chouette, puis les adversaires, on verra bien, je vais pas les étudier. » Typiquement le cas de Pochettino ou Peter Bosz à Lyon, par exemple. Là, on a quelqu'un qui bosse vraiment ses adversaires. Voilà, qui fait, par exemple, Vitinha sur le côté, parce qu'il sait très bien que sur le côté droit, tu as Cherki Nuama la semaine dernière contre Lyon, et que tu as Mbappé, voilà, ce genre de petits ajustements, bien évidemment, qui font du bien. Le fait d'aller chercher les ailes contre Lens, hein, parce que je demande plus d'appels vers l'intérieur, mais attention, plus le niveau s'élève, moins ce que je dis est valable. Voilà. Contre des équipes style Ligue des Champions, Lens et tout ça, qui se livrent, évidemment qu'aller chercher l'extérieur, c'est mieux que d'aller dans la densité où les mecs vont avoir un impact au duel bien plus important, bien évidemment, bien moins attentiste qu'une équipe de bas de tableau comme Lorient ou Toulouse. Donc voilà, la préparation des matchs. Luis Enrique, je pense qu'il est arrivé avec une très très grande humilité. Bon les gars, attendez, je me permets juste de retirer les écouteurs, voilà, parce que j'ai un problème, le téléphone n'a plus de batterie. Bref. Donc voilà. Et second point, l'intégration express des recrues. Ça, c'est un fait. Lucas Hernandez, encore une fois, c'est l'exemple parfait. Enfin, c'est exceptionnel. La semaine dernière contre Lyon, donc il fait ses premières 90 minutes entières.
depuis sa blessure donc en novembre dernier à la Coupe du Monde. Défensivement, il est très bon, voilà. Évidemment très rapide, très tonique sur ses appuis, ce qui fait que même lorsqu'il perd un petit peu un duel, il est capable de rattraper son défenseur, de l'embêter. De toute façon, ça c'est le maître mot de l'art défensif chez Lucas Hernandez, embêter le défenseur, mettre le pied, avoir une fréquence d'appui très importante. Et offensivement, pareil, quand il porte le ballon, une certaine spontanéité que j'adore. Sur ses centres, voilà, sur ses conduites de balles, c'est quelqu'un voilà, qui a un vrai instinct, tout simplement. Bref, c'est très haut niveau, quoi, c'est la classe mondiale. Mais au-delà de ça, Ugarte, bien évidemment, Ugarte très bien intégré dans l'équipe, dans ce rôle de numéro 6. Et rappelez-vous, quand Luis Enrique arrive, on se dit, Ugarte, qui n'a pas un bagage technique exceptionnel, qu'est-ce que Luis Enrique va en faire? Est-ce que Luis Enrique l'aurait voulu s'il avait été en poste au moment de sa signature? Mais au final, aujourd'hui, Ugarte est probablement le joueur le plus important du début de saison, tout simplement, celui qui change la face de ton équipe. Alors là, l'enjeu avec lui, je pense qu'en fait, ça va passer d'un enjeu technico-tactique à un enjeu physique. Parce que là, il est intégré, tu sens ses qualités. D'ailleurs, avec l'Uruguay, il a encore récupéré 15 ballons. C'est exceptionnel. Mais le problème, c'est que l'Uruguay, entraîné par Marcelo Bielsa, ne va pas le ménager encore une fois. Et on l'a vu contre Lyon, contre-coup en seconde mi-temps, physiquement il est un petit peu moins bien. Donc il va falloir faire très attention, faire tourner, parce qu'il y a le risque de blessure, mais il y a aussi le risque de mauvais match à cause d'un manque de lucidité, et aussi très important pour notre phase de poule de la mort, là, le risque de suspension, de carton jaune, de faire des fautes bêtes, excès d'engagement, parce qu'il a trop de fatigue sur un match. Attention, parce qu'on sait très bien que s'il accumule les cartons aux phases de poule et qu'il se retrouve suspendu au dernier match, le 6e, et qu'au final, le 6e, c'est celui où tu joues ta qualification, tu ne seras pas couillon. Donc faire un petit peu attention à tout ça au niveau du physique. Asensio, pareil, Asensio, début compliqué, mais là, il revient bien. Et je pense que pour lui, le poste assez idéal, c'est celui de faux numéro 9, comme il a eu contre Lyon. Le week-end dernier. Barcola, bien évidemment, Barcola aussi, Luis Enrique le voulait absolument, il le disait en conférence de presse, c'est là où tu sens que le mec bosse, parce que Barcola, il le connaît. Barcola, il sait qui c'est, il connaît absolument son profil, il a une idée très claire de ce qu'il veut en faire, et pour les gens qui s'amusent à comparer les deals Barcola et Ekitike l'année dernière, ça peut s'entendre évidemment, de joueurs qui sortent que de 6 mois en Ligue 1, pas de problème. Le problème, c'est que avec Barcola, on a une grosse différence par rapport à Ekitike, qui lui avait Christophe Galtier qui faisait que de s'acharner sur lui sur le bord du terrain et le placer n'importe où en tant que remplaçant sans vraiment savoir quel type de joueur il avait à sa disposition. Là, Barcola, on a un entraîneur qui le veut, qui sait ce qu'il veut en faire, et évidemment qui connaît ses qualités, à savoir prendre la profondeur, les déplacements sans ballon, dans le dernier tiers, l'apport, que ce soit en matière de finition, mais aussi pour faire briller ses partenaires, les passes décisives, la connexion avec son latéral. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire de Barcola. Et si on veut aller encore plus loin, au milieu de terrain, alors Fabian Ruiz, c'est compliqué à dire aujourd'hui parce que sa seule titularisation, c'était contre Toulouse, et il est très mauvais, on va pas se mentir. Mais ses entrées contre Lens et Lyon sont plutôt bonnes. Contre Lens, il a une grosse occasion, il fait bien monter les ballons, et contre Lyon, il est placé plus bas, il est en sentinelle. Alors que le PSG évolue évidemment plus bas en seconde mi-temps, que tu perds 1-0 d'ailleurs. Mais lui, voilà, t'apporte un petit peu plus de fluidité dans tes circuits à la relance. Donc si on veut se projeter, sachant que Ruiz et Enrique ne s'aimaient pas, on rappelle qu'en sélection espagnole, Ruiz a disparu du jour au lendemain, visiblement à cause d'une embrouille avec Luis Enrique qui a dégénéré. Là, voilà, quand je dis Luis Enrique est arrivé avec une grande humilité, il a dû parler avec Fabian Ruiz et tout ça, et voilà, les deux ont aplani un petit peu les discussions et tout ça. Alors maintenant, c'est difficile de dire ce genre de choses, quand de l'autre côté, Luis Enrique a viré Neymar, Verratti et tout ça. Parce que tu te dis, pourquoi Luis Enrique s'est rabiboché avec Fabian Ruiz, mais dégage Verratti? C'est quelque chose auquel je n'aurais pas la réponse en fait. Voilà, parce que même moi, je ne le comprends pas, tout simplement. Sur le dossier Verratti, je fais bien un distinguo entre celui de Neymar et Verratti. Neymar, c'est très bien vendu. Neymar, évidemment, voilà, j'ai eu ma semaine de deuil où j'ai regardé ses anciens matchs parce que je respecte le talent immense qu'on a eu en Ligue 1. Le fait qu'une opération comme celle-là
faite en 2017, je pense qu'on n'en fera plus jamais dans l'histoire du club. Voilà, avoir un joueur de 25 ans qui arrive à son prime, un des joueurs les plus talentueux de l'histoire, et qui accepte de te donner son prime, son plus haut niveau, à ce moment-là de sa carrière, non, c'était trop dingue. Et puis 6 années où accessoirement il est le leader de l'équipe où tu vas en finale. Mais malgré ça, voilà, 90 millions pour un joueur qui n'avait pas joué depuis 6 mois. Pas sur la saison dernière, mais sur la saison d'avant, était quand même vraiment pas du tout au point physiquement et en matière de football. Hein, voilà. Un Pochettino, par exemple, n'a vraiment pas eu la stature pour mettre Neymar au diapason. Et là où Enrique a eu, encore une fois, de l'humilité, c'est que là où des coachs pourraient arriver en disant « Bah écoute, ces grands joueurs, on en a besoin et moi je vais faire mieux que mes prédécesseurs », tu sais, c'est cette espèce de condescendance, d'ego mal placé, qui te fait penser que tu es meilleur que les autres et tout ça. Au final, Luis Enrique, il a eu l'humilité de dire non, mettez-moi un groupe beaucoup plus homogène, un groupe qui colle beaucoup plus au football d'aujourd'hui que je veux pratiquer, beaucoup moins anti-moderne, voilà, avec des joueurs, par exemple, qui font les efforts, qui courent les uns pour les autres, une équipe qui aura beaucoup plus de sens sans ballon, même si avec ballon, bien évidemment, tu fais partir beaucoup de créateurs et tu perds un apport statistique absolument dingue, surtout que c'est pas en recrutant Dembélé que tu vas le combler, mais tu gardes quand même Mbappé, qui, on le rappelle, est le meilleur joueur individuellement des phases de poule de cette Ligue des Champions. Bref, il n'y a aucun débat pour moi, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a aucun débat. Mbappé est le meilleur joueur de cette phase de poule, et il est au PSG. C'est le joueur qui peut te faire gagner un match, tout simplement. Voilà, c'est tout. Quand les autres ont besoin d'un système, d'une structure bien particulière, lui, Mbappé, la structure, si elle est désorganisée, non, il va la porter et il va te faire gagner un match. Comme, évidemment, il peut te pondre des bouses comme contre le Bayern au retour. Hein. C'est pas un saint non plus, mais pour moi, c'est évidemment le meilleur joueur de cette phase de poule. Donc voilà. Donc sur les gros dossiers, il a su trancher dans le vif. Et évidemment, je valide pas à 100% en fait. Pas à 100% parce que Keylor Navas, je comprends pas trop pourquoi il est toujours là. On a eu un papier du Parisien comme quoi il pourrait retrouver les terrains et tout ça. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été placé dans le loft pour augmenter ses chances de départ. Et bien évidemment, Marco Verratti. Alors là, on est à 21 minutes de vidéo. Du coup, on en parlera demain. Mais ce dossier Verratti, bien évidemment, est le premier accro que j'ai avec Luis Enrique, où je peine très clairement à le cibler. Mais pour le reste, on sent qu'on a évidemment un entraîneur qui connaît ce genre d'environnement, qui n'a pas peur, qui en fait a un recul dingue sur ce qu'il est en train de vivre au quotidien, qui apporte une sérénité, voilà, un sang-froid à son groupe, qui est évidemment indéniable, et on espère que ça va continuer, hein, bien évidemment, parce que comme tous les autres entraîneurs, il peut se cracher. Hein. Thomas Tuchel faisait un petit peu la même impression à ses débuts, et au final, voilà, il se crache contre Manchester, et derrière, tu fais une des pires secondes parties de saison de l'RQSI. Donc voilà, c'est vrai que aujourd'hui, je suis très très enthousiaste avec ce bon vieux Luis Enrique, et puis surtout, en fait, pour revenir à l'essence même, on a hâte de retrouver le PSG. Cette trêve internationale nous embête, alors que l'année dernière, les trêves internationales, on les attendait plus que la femme qu'on va marier, quoi. Enfin, c'était tellement un supplice de voir le PSG de Christophe Galtier. Là, on reprend vraiment beaucoup de plaisir. Alors même si c'est pas le match contre Lyon qui est l'exemple le plus criant, voilà, on va jouer Nice, on va commencer contre Dortmund. Voilà, ça va être super excitant cet enchaînement. Enfin, attends, on fait Nice, Dortmund, Marseille. Et ensuite, avant la trêve internationale, on a un deuxième match de Ligue des Champions. Hein. Je crois qu'on a Newcastle avant la deuxième trêve internationale d'octobre, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour parler du cas Marco Verratti et de plein d'autres choses, évidemment. De ce PSG, ce PSG nouveau look qui, on l'espère, va continuer comme ça. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout et on se dit à très vite.